Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne Le Burnout c'est génial. Aujourd'hui je voulais continuer à te raconter ce qu'il s'était passé une fois que je m'étais arrêtée, une fois que j'avais reconnu le fait que j'étais en burn-out, en épuisement professionnel. Comme je te le racontais la dernière fois, pour moi, ce qui m'a beaucoup aidé au départ, ça a été la psychologue. La psychologue du centre du burn-out qui était spécialisée en burn-out justement. Donc, ce qui m'a fait beaucoup de bien, c'est aussi notamment le fait qu'en plus de me laisser déballer mon sac et pleurer toutes mes larmes, elle m'a expliqué en fait les symptômes du burn-out et notamment la chronologie dans laquelle ils apparaissaient. Donc, dans ce que j'ai pu te raconter dans les vidéos précédentes, comme tu le comprendras, il y a d'abord eu un stress qui s'est assez vite transformé en anxiété, avec des difficultés à dormir, donc difficulté à s'endormir le soir, réveil nocturne, mais aussi sommeil peu récupérateur, ce qui engendre le deuxième symptôme qui est une fatigue constante. Ensuite, cette fatigue constante a bien sûr aussi nourri le troisième symptôme qui était perte de concentration, perte de mémoire. Donc j'avais de plus en plus de mal à me concentrer sur ce que je faisais et de plus en plus de mal à me rappeler ce que je devais faire. Évidemment, j'essayais de tout noter sur mon carnet dans ma to-do list, mais parfois, d'une minute à l'autre, je pouvais oublier un détail qui des fois s'avérait assez important en fait. Ou alors, en effet, surestimer que je me rappellerais de quelque chose parce que ça me paraît évident et finalement ne pas m'en souvenir. Ces trois symptômes-là m'ont amené au quatrième symptôme qui est l'irritabilité. Je suis quelqu'un de nature assez douce, assez tempérée et avec le cumul de tout ce stress, cette anxiété, cette fatigue constante, cette perte de concentration, perte de mémoire qui me faisait galérer encore plus dans mon travail, donc me faisait travailler encore plus, donc me fatiguer encore plus. Enfin, vous voyez le genre. Si ça vous arrive, vous aussi, vous savez exactement de quoi je parle, malheureusement. Et donc, ont amené le fait que j'étais de plus en plus irritable. Je perdais patience de plus en plus rapidement. Heureusement pour moi, j'ai réussi à m'arrêter à temps avant d'arriver à l'effondrement. Donc l'effondrement pour moi, comme je vous le raconte dans ma vidéo précédente, ça a été le lendemain où la psychologue du centre du burn-out m'a dit « Oui, vous faites un burn-out et il faut vous arrêter 5 à 8 semaines minimum pour pouvoir qu'on vous prenne en charge, etc. » Et bien le lendemain, j'ai essayé d'aller travailler, mais voilà, ça s'est pas du tout bien passé parce que j'avais juste cette idée en tête que j'étais en burn-out et qu'il fallait que je m'arrête et que je ne pouvais pas continuer comme ça. Donc déjà, c'est elle qui m'a expliqué toute la chronologie de ces symptômes. Donc mettre des mots sur ce que je vivais m'a déjà beaucoup aidé. Ensuite, elle m'a aussi donné des exercices pour atténuer les ruminations. Donc les ruminations, ce sont des pensées négatives qui tournent en boucle dans notre tête en tant que personne atteinte d'épuisement professionnel, de burn-out. On a tendance à s'enfermer dans ces pensées. Ces pensées sont en réalité des croyances. Par exemple, pour moi, une de mes pensées principales était si je m'arrête, je ne suis pas fiable, mes collègues sauront que je ne suis pas fiable, je ne suis pas une bonne professionnelle en quelque sorte. Sauf que ça, c'était moi qui me disais ça toute seule dans ma tête. Aucun de mes collègues ne me l'a jamais réellement reproché, ni après mon arrêt, quand je les ai revus. Personne ne m'a jamais reproché d'avoir fait le choix de prendre soin de moi. Évidemment, je ne dis pas que ça a été facile pour eux parce que je suis partie brusquement et je n'ai pas pu prévoir mon départ et je l'ai beaucoup regretté. Mais c'était une croyance que moi j'avais. Au départ, quand je me suis arrêtée, j'avais une nouvelle manager depuis 10 jours à peine. Elle ne me connaissait pas, elle ne savait pas à quel point j'avais pu travailler ces 2 dernières années et même plus de 2 années et demie. Elle ne me connaissait pas et du coup je me suis tout de suite dit elle va avoir une mauvaise opinion de moi. Quand je vais revenir après mon long arrêt,
elle ne va pas avoir une bonne image de moi. Une fois de plus, tout ça, c'était des croyances. Tout dépend de ce que la personne en face connaît de cette pathologie du burn-out, ce qu'elle veut bien comprendre, entendre. Et voilà, c'était une croyance que moi j'avais vis-à-vis de ce qu'elle allait penser, alors qu'en réalité, je ne savais pas du tout ce qui se passait dans sa tête à elle. Vous retrouverez d'ailleurs cet exercice dans l'e-book que j'ai écrit et qui est disponible gratuitement sur mon blog. Il vous suffit de vous abonner à la newsletter gratuitement aussi pour pouvoir recevoir cet e-book gratuit avec donc des informations sur le burn-out, des définitions. Les personnes qui sont le plus touchées, donc ils ont réussi à définir un profil de personne. C'est des informations que je tire d'un livre qui s'appelle Le Burn-out tout simplement. Et des informations justement sur quels outils moi j'ai utilisés pour guérir en quelques lignes rapidement. Et ce fameux exercice pour calmer les ruminations qui consiste à soi-même faire l'avocat du diable et mettre cette pensée négative qui est une croyance et en face une opposition qui est un fait objectif. Par exemple, en mon cas, le fait objectif était que de toute façon, je n'étais plus à même de travailler correctement et d'être au maximum de mon potentiel et qu'il valait mieux pour tout le monde que je m'arrête pour pouvoir guérir, pour pouvoir aller mieux. Donc voilà, ces quelques séances chez la psychologue m'ont beaucoup aidée. J'ai adoré le fait qu'elle m'ait proposé à la fois voilà, du contenu concret comme ça pour mettre des mots sur ce que je vivais et me proposer des solutions concrètes avec des exercices et qu'elle ne soit pas là juste pour m'écouter pleurer pendant 1 heure. Ce qui a été le cas aussi, je vous rassure. Enfin non, c'est pas très rassurant, mais ça fait du bien aussi. Ensuite, là où c'est devenu vraiment intéressant pour moi, parce que croyez-moi, ça n'a pas été facile non plus en fait de m'arrêter, de vraiment prendre conscience que c'était nécessaire. J'étais plutôt du genre à ne jamais être malade, à ne pas m'arrêter quand j'étais malade, sauf à la fin où le burn-out en fait empirait tout en quelque sorte si vous voulez, et où donc j'avais plus tendance à m'arrêter parce que vraiment je voyais bien que je me sentais pas bien et donc quand j'étais malade, et ben je me disais bon bah au moins je vais pouvoir me reposer un petit peu. Mais j'essayais de m'arrêter le moins possible. Je suis quelqu'un qui est l'opposé de feignant. Enfin, si ça m'arrive de passer des dimanches en pyjama à regarder des films, ce genre de choses. Ça m'arrive aussi, je suis humaine, on a tous un côté feignant. Mais j'avais quand même un côté bosseur beaucoup plus fort. Comme je vous ai dit déjà à l'école, j'ai toujours été une intello. Mais là au travail, c'était pareil. J'étais un petit peu la petite employée modèle. Je faisais tout pour être la petite employée modèle. Donc voilà, toujours au taquet, toujours à fond. Je vais me dire la même chose 2 fois, mais c'est pas grave. Toujours présente, toujours ponctuelle, enfin plus ou moins j'avais la chance d'être dans une entreprise assez agile et donc je pouvais arriver à l'heure que je voulais, vu que de toute façon je repartais à l'heure que je voulais le soir, enfin voulais c'est un bien grand mot, je faisais surtout des heures sub gratuites, comme tout cadre, enfin comme beaucoup de cadres. Donc voilà, pour moi c'était juste normal, c'était comme ça que ça fonctionnait et voilà. Donc oui, voilà, tout ça pour vous dire que donc m'arrêter n'a pas été facile. Du coup, je suis passée d'une vie à 200 à l'heure à le matin, je me lève et je ne vais pas travailler, donc je ne sais pas ce que je vais faire de ma journée. C'était très difficile ça. Avant, donc comme je vous le disais, je ne comptais pas mes heures au travail, ça me prenait beaucoup de temps, bon, surtout aussi beaucoup d'énergie, beaucoup d'attention. Toute mon énergie, toute ma concentration était sur le travail toute la semaine, mais donc ça me prenait relativement du temps. Donc j'étais beaucoup en mode métro, boulot, dodo. Ça correspondait tout à fait bien à ce que je vivais à cette période-là. Je continuais quand même à sortir à côté avec mes amis parce que comme je vous l'ai dit dans ma précédente vidéo, j'avais la sensation en fait que tant que je continuais à faire ça, je continuais à me battre contre cette forme de dépression, de burn-out, de mal-être. Et que donc si j'avais arrêté de sortir avec mes amis, etc., ça aurait été pour moi une manière de capituler. Donc je continuais à avoir une vie sociale très active. Parfois les soirs en semaine, même si j'essayais de privilégier le sommeil, etc., donc de me coucher tôt, etc., ça m'arrivait quand même un petit peu. Et les week-ends, les sorties en famille, les sorties entre amis, etc.
Donc j'étais vraiment d'une vie à 200 à l'heure, donc entre les obligations aussi, courses, ménage, etc. J'avais 2 jours pour faire ça, plus voir ma famille, mes amis. Donc je suis vraiment passée d'une vie à 200 à l'heure à une vie où, comme je vous disais, je me levais le matin, je ne savais pas ce que j'allais faire de ma journée. Ça a été très dur pour moi. Je pense que je ne suis pas la seule. D'ailleurs, ça peut être une pathologie qu'on retrouve aussi chez les personnes qui partent à la retraite. Il y en a qui le vivent très mal parce qu'ils ont été toute leur vie très actifs et ils étaient surtout très concentrés par leur travail et ils se définissaient aussi beaucoup par leur travail. Donc moi, c'était ça. Je me définissais par mon travail et donc là, d'un coup, paf, j'étais en arrêt maladie, donc j'étais pas encore totalement séparée de mon travail, c'était juste un arrêt maladie. Mais si vous voulez, je ne pouvais plus au quotidien me définir comme ça, vu que je n'y allais pas. Donc ça a été très dur pour moi. J'ai lu d'ailleurs quelque chose à ce propos. Je me suis beaucoup intéressée au mouvement Slow Life. Donc d'ailleurs, depuis ma formation, mon job de sens, plusieurs personnes étaient intéressées par ça parce que la Slow Life, ça impacte différents aspects de la vie. Et ça impacte aussi forcément la consommation. Ralentir sa consommation, arrêter d'être dans la surconsommation, car la surconsommation est une des causes principales du réchauffement climatique et des problèmes écologiques actuels. Donc si vous voulez, j'ai commencé à m'intéresser à ce concept de slow life. Et ce qui m'a marqué, c'est qu'on était beaucoup à vouloir remplir notre vie, mais en fait pour vouloir échapper à l'idée qu'un jour nous ne serons plus de ce monde, et aussi pour beaucoup vouloir échapper à la solitude, à se retrouver seul face à soi-même. Ça explique beaucoup de choses. Ça peut aussi sous-entendre qu'on remplit notre vie pour ne pas avoir à penser à la vacuité de notre vie. Alors c'est assez fort ce que je dis là, mais je pense que je peux totalement me mettre dans cette case-là. Parce qu'en fait, je faisais quelque chose qui n'avait pas de sens pour moi. J'avais, depuis toute petite, bien suivi les règles, j'avais été sage, j'avais été un bon petit soldat, j'avais été à l'école, j'avais eu de bonnes notes à l'école, et puis on m'avait dit, fais des études, trouve un CDI, et voilà, c'est ça la vie. Métro, boulot, dodo, tu réussis bien tes études, tu as un bon métier, tu trouves un CDI, et voilà, c'est parti comme ça toute ta vie. Sauf qu'en réalité, moi je me suis rendu compte, notamment en octobre 2018, j'ai eu une prise de conscience assez forte sur l'écologie et en fait j'ai commencé à remettre en question le système tel qu'il est actuellement parce que jusqu'ici j'étais une citoyenne tout ce qu'il y a de plus normal, je consommais de manière tout à fait banale et je ne m'intéressais pas au style de vie alternatif. Il y en a des plus ou moins radicaux. Moi, quand je vous parle de style de vie alternatif, c'est ce que moi je fais maintenant depuis un peu plus d'un an, par exemple, avoir rejoint le mouvement zéro déchet. Je ne suis pas 100% zéro déchet, contrairement aux personnes qui sont zéro déchet où leurs détritus, leurs ordures tiennent dans un petit bocal comme ça sur toute une année. Je n'en suis pas du tout à ce point, mais je m'intéresse au mouvement. Je cherche des alternatives pour consommer plus équitable, pour consommer du bio, etc. En tout cas, donc ça c'est un autre pan de ma vie, je vous l'accorde. Mais là où je pense que ça s'applique aussi au burn-out, c'est que vraiment j'ai commencé à remettre en question le système tel qu'il était et à me dire mais si ça n'a pas de sens pour moi, pourquoi continuer comme ça et à commencer à ouvrir les yeux sur le fait que des solutions existaient déjà pour faire autrement. Je pense que c'est pareil avec le burn-out. Si vous faites un burn-out, il y a de très fortes chances pour que le métier que vous faites actuellement ne vous convienne pas. Ou alors, si ce n'est pas le métier, peut-être que c'est simplement l'entreprise. Mais l'un ou l'autre ne vous convient pas. Il y a un écart qui peut être un fossé entre vos valeurs et la manière dont vous vivez votre métier, votre travail dans votre entreprise actuelle au quotidien en ce moment. Moi, par exemple, j'étais dans une société où on remplaçait un contact humain par un contact digital, électronique, à distance, via l'ordinateur. En soi, je suis pour la technologie. Je ne suis pas du tout contre la technologie.
Mais c'est vrai que j'étais finalement d'accord avec une des objections principales de certains prospects et que ça déshumanisait. Et pendant longtemps, j'ai fermé les yeux, je me suis dit non, mais ça permet juste d'aller un peu plus vite et d'accéder aux meilleurs profils un peu plus vite. Je voyais également les côtés positifs, c'était dans le recrutement. Et voilà, pour des grandes sociétés qui n'ont pas le temps de toute façon de rappeler des milliers et des milliers de candidats quand c'est une seule recruteuse, un seul recruteur face à des milliers de candidatures, eh bien au moins là, grâce à la vidéo, on pouvait éteindre un petit peu plus, envoyer des invitations un peu plus massives et donc donner un peu plus de chance à certaines personnes. J'y voyais aussi des avantages, sinon je n'aurais pas été dans cette entreprise, mais je me voilais beaucoup la face. Donc je me suis rendu compte que ça, et même certaines choses au sein de l'entreprise, vis-à-vis du fonctionnement de l'entreprise, avec lequel j'étais pas du tout alignée et je me pliais parce que je considérais que c'était comme ça, pas autrement. Et bien moi j'ai envie de vous envoyer le message aujourd'hui que non, dans votre vie, il n'y a rien qui est comme ça et pas autrement si ça vous coûte. Si ça vous coûte, il vaut mieux sortir de votre zone de confort, prendre des risques, faire des choses difficiles, que de rester dans quelque chose qui est négatif pour vous, qui est nocif pour vous. Ça vaut pour les relations, ça vaut pour le travail, ça vaut pour tous les domaines de votre vie que vous voulez. Moi, vous voyez, ça a aussi impacté ma consommation. Moi, ça ne me convenait pas de continuer à acheter des baskets, à continuer à acheter des vêtements fabriqués par des enfants dans un pays du tiers-monde, traités chimiquement, etc. Non, il existe autre chose. D'accord, c'est pas le même prix. D'accord, je ne vais pas avoir le même pouvoir d'achat face à cette nouvelle façon de consommer. Mais c'est un choix. J'ai eu le choix. On a toujours le choix. Bon, une fois de plus, je me suis un petit peu étendue sur le sujet du jour. Donc, je réserverai la prochaine vidéo pour vous parler plus en détail du coaching que j'ai suivi avec la coach affiliée au centre du burn-out. Le coaching de vie, pour moi, ça a été une véritable révélation. Je crois que je vous le disais déjà dans la précédente vidéo, mais voilà, je le redis. C'est pas quelque chose qui est très connu ou alors on a peut-être une image, enfin je sais pas vous, moi avant de m'y intéresser vraiment, je me disais oui, c'est pour les autres, c'est pas pour moi. Ça demande un réel investissement financier en général. Vous trouvez aussi des formules plus light à distance, en auto-coaching, etc. qui peuvent vous aider aussi à mettre un pied dans ce domaine et vous verrez si ça vous convient ou pas, si ça vous parle ou pas. Mais si comme moi, vous avez toujours la volonté de faire mieux, vous avez toujours envie d'aller de l'avant dans la vie, de faire mieux, de vous améliorer, d'apprendre de nouvelles choses, c'est juste un outil fantastique. Une fois de plus, je ne veux pas critiquer l'école parce que l'école en France, l'école gratuite pour tous, c'est quelque chose de génial, c'est une très bonne base. La seule chose que je reproche à l'école, c'est d'avoir voulu faire de nous tous de bons petits ouvriers formatés, plutôt que de nous apprendre à être nous-mêmes dans notre singularité. Et ça, vraiment, quand j'ai réalisé ça, notamment grâce au livre d'Olivier Roland, Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études, que j'ai beaucoup aimé et que je vous recommande, j'avais une certaine rancune envers l'école. Je me suis sentie trahie. Et je me suis dit, mais oui, l'ensemble du système éducatif et même dans mes études supérieures, à aucun moment, aucune de ces entités école publique, école privée, primaire, collège, lycée, études supérieures, aucune de ces écoles ne m'a donné les clés pour me connaître moi-même et comprendre qui j'étais réellement, quel talent j'avais, quelles compétences j'avais, ce que je pouvais en faire, ce pourquoi j'étais faite. Et à vraiment avoir les bonnes clés en fait de compréhension de soi qui en fait pour moi est la base de tout dans la vie. Et personne ne nous a jamais appris ça nulle part. Et c'est exactement ce que fait le coaching de vie. Le coaching de vie vient, entre guillemets, réparer ses erreurs. Le coach est là avec des outils qui ont demandé des études, etc. Mais le coach est là pour, grâce à ces outils, pour mettre la lumière sur ce qu'on ne voit pas de nous-mêmes. C'est comme cette expression qui dit, voilà, si nous on est dans la bouteille, on ne peut pas voir l'étiquette qui est sur la bouteille.
Eh bien, le coach, il fait ça. Nous, on est la bouteille, donc on est dans la bouteille. On ne peut pas avoir notre propre étiquette. Le coach de vie, il est là pour vous faire prendre conscience de cette étiquette que vous êtes. Et évidemment, cette étiquette, elle évolue à travers les années. Elle évolue quoi qu'il arrive. Ce n'est pas fixe, ce n'est pas pour vous mettre dans une case. C'est pour vous donner des clés de compréhension de qui vous êtes vraiment. Enfin bon, je reviendrai plus en détail sur le coaching que moi j'ai vécu. Je vous parlerai dans les grandes lignes des sujets qu'on a abordés et donc des révélations que j'ai eues vis-à-vis de ça. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas aussi à commenter si vous sentez que vous êtes peut-être en burn-out, vous avez des doutes, etc. N'hésitez pas à en parler, n'hésitez pas à vous rapprocher de professionnels qualifiés. Le centre du burn-out à Paris, je pense que vous pouvez même les appeler si vous n'êtes pas sur Paris. Et en tout cas, renseignez-vous sur le sujet, rapprochez-vous de professionnels qualifiés et prenez soin de vous. Au cas où personne ne vous l'a dit aujourd'hui, vous méritez mieux, vous méritez le meilleur, vous êtes talentueux et croyez en vos rêves. Je vous souhaite une très belle journée, à bientôt.